je changeais d'avis en permanence. Je me disais non, allez, je le repasse pas. Tant qu'on n'a pas envoyé la lettre qui dit j'abandonne mon classement, on peut changer d'avis tous les jours. Donc je changeais d'avis. Mais comme dans Top Gun, pareil, sauf qu'il fait beaucoup plus chaud, que ça fait beaucoup de bruit. Et qu'il n'y a pas Tom Cruise. Non, il n'y a pas Tom Cruise. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu. Aujourd'hui on reçoit Arthur. Salut Arthur. Salut Maxime. On va parler de plein de choses avec toi puisque tu as beaucoup de choses à raconter au cours de ton externat, au cours de ton internat. Actuellement tu fais quoi ? Actuellement, je suis PHC dans un petit hôpital public dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac, une petite ville. Ok. Et je suis PHC en chirurgie orthopédique et traumatologie. Ok. On va discuter de ça puisqu'il y a apparemment eu quelques changements en cours de voyage. Exactement. Donc tu es dans le Tarn-et-Garonne et tu as grandi où avant de commencer tes études de médecine ? Alors j'ai grandi vraiment un peu partout parce que mes parents ont beaucoup bougé pour le travail. Donc au départ, je suis originaire de Bordeaux, puis je suis allé à Toulouse, Strasbourg, Lyon, New Delhi en Inde, Calais, qui m'a fait atterrir pour la fac à Lille. Et ensuite, je suis revenu dans le coin d'origine de ma famille, en Occitanie. Ok. Ils avaient une profession particulière, tes parents, pour avoir cette mobilité ? Ouais, ils travaillent dans la police, mon commissaire de police. Okay. Et ils aimaient voyager, ils aimaient faire autre chose. Et donc, on s'est baladé. C'était chouette. Ok, incroyable. Donc, collège, lycée, Lille ? Collège en Inde, lycée en partie en Inde et en partie à Calais. Et ensuite, Lille pour la fac. Ok. En Inde, du coup, scolarité dans des établissements français ? Ouais, il y a les écoles françaises un petit peu partout dans le monde. Et elle s'appelait l'école française de Delhi. Ok. Avec des profs français, avec des cours comme en France. Et c'était chouette. Ok. Plus la diversité des étrangers, des gens qu'on rencontre. Et il y avait une place à la médecine déjà ? Tu t'envisageais des choses ? Je crois que dans mes souvenirs, ça m'a toujours plu. Et que c'est ce que je voulais faire quand j'étais au collège ou au lycée. À l'époque, c'est original, mais c'était la pédiatrie qui me plaisait. Mm-hmm. Je voulais sauver les enfants malades. Après, je suis allé en stage en pédiatrie et j'ai dit non, je veux voir que des enfants pas malades. Et pas leurs parents aussi. Et surtout pas les parents. Ouais. Ok, donc le collège, tu as vécu comment d'être dans un autre pays que la France pour apprendre le français ? C'est quand même un paradoxe. Dans ces moments-là, comment c'est vécu ? Hyper bien, parce qu'en plus, on découvre d'autres langues. Le système scolaire était vachement bien, donc pas d'inquiétude pour ensuite revenir en France pour le bac, pour la fac. Et puis on a vu un monde qui était incroyablement différent et enrichissant. Donc c'était génial en fait. Ok, donc bien vécu et de bonnes bases pour la poursuite. Exact. Tu rentres quand en France pour le lycée ? Je rentre première terminale. Okay. J'atterris à Calais. Ça fait un gros choc. C'est différent, mais c'était chouette aussi, la plage. On s'y baigne pas trop, mais c'était chouette aussi. Okay. C'était chouette de rentrer en France quand même, ça manque de pas être à la maison. Et donc un lycée général, standard, j'ai fait scientifique, et on m'avait dit qu'il fallait faire spé-maths. Alors j'ai fait spé-maths, j'ai un peu suivi le circuit qu'on m'a dit de faire pour la médecine, mais je pense qu'il y a plein de circuits possibles pour faire médecine. Ouais. Il y avait déjà du coup cette orientation pour préparer au mieux la médecine. Oui. Okay. Ouais, c'était médecine pour aller à la fac de médecine. Il y avait plein d'autres choses qui me plaisaient, mais c'était pas prévu. J'avais envie d'aller là-bas. Quand je dis là-bas, c'est à la fac de médecine, voir comment ça se passait. Ok. Et donc, dans ce podcast, on essaie d'imaginer et de placer le curseur de là où se place la médecine dans la vie des gens, des médecins pour le coup. À ce moment-là, prêt à tout donner pour cette profession ? Pas du tout. Non. Non, au début, non. Mais après, quand on arrive en première année, on se rend compte qu'il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup donner. Ouais. Mais j'avais pas du tout d'idée de ce que ça allait être en fait. On imagine plein de choses. Comme tout le monde, je regardais des séries, je voyais des choses chouettes. Ouais. Je me disais ça, on va bien s'amuser. Mais on n'imagine pas la réalité. Et c'est d'année en année où tu te rends compte que c'est compliqué et il va falloir donner. Ouais. Ok. Mais en tout cas, lycée prêt pour un monde formidable dans la médecine. C'est ce que je me disais. Donc tu pars à la fac de médecine de Lille pour la première année.
Ouais, parce que c'était la fac la plus proche de Calais et ma famille restait à Calais. Ok. Et l'amphi, l'immensité de l'effectif qui doit faire quand même un gros changement par rapport au lycée. Oui, en plus la fac de Lille, c'était la plus grosse fac unique parce que Toulouse par exemple, il y avait plusieurs sites, Paris, il y a plein de sites et en fait Lille, c'était une fac Centralisé quoi. énorme, voilà, Ouais. il y avait tout dedans. Et donc j'ai ce souvenir des 15 premiers jours qui étaient à l'ancienne, ça existe plus trop maintenant et entre guillemets heureusement où c'était vraiment la jungle, on était 3000, 3500 tous ensemble, 15 jours intensifs, le but du jeu c'était d'écrémer. C'était 8h, 18h, on comprenait pas, on découvrait des cours où on n'avait jamais entendu les mots qu'on utilisait, un rythme énorme, et c'était la jungle, ça criait, ça tapait sur les tables, il y avait cette concurrence entre les premiers, les primants, ceux qui sont là pour la première fois, les redoublants, donc c'était assez impressionnant. Avec les doublants qui, même si ça peut apparaître improbable pour certains, mais qui foutent le bordel pour impressionner, pour faire passer le message aux primants que ça va pas être du gâteau. Ouais, que ça va être un concours, il va falloir se battre. Et aussi, c'était un côté exultoire, c'était pour s'amuser, quoi. Ouais, bien sûr. Mais encore, je pense que nous, ce qu'on a connu, c'était plutôt doux par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Et c'est maintenant, ça s'est beaucoup plus calmé. Et encore, quand j'étais étudiant à Lille, ils avaient changé les règles, il y avait des vigiles, on surveillait qui rentrait, c'était calme. Et c'est quand même plus serein de travailler comme ça. Ouais. Après, en effet, je dis que c'est pour impressionner, etc. Mais il y a aussi ce rôle exutoire où c'est quand même bienveillant et ça fait du bruit, ça peut effrayé malheureusement, mais je pense en effet que c'est peut-être pas le projet numéro 1 venant des doublants. Ok, donc tu tiens le choc des 15 premiers jours, des premiers mois. Ouais, je tiens le choc au début. Rapidement, il y a des trucs qui me plaisent pas, il y a des trucs qui me plaisent, comme tout le monde, hein, c'est les goûts et les couleurs. Dans l'ambiance ou dans le contenu de l'enseignement? Dans le contenu. Je me rends compte qu'il y a des petites choses, j'ai un peu décroché et qu'il faut pas décrocher. On était un tout petit groupe de copains, on était 4, on s'entendait bien, donc on a bien vécu cette année-là. On a bien vécu ces 15 jours, mais pour autant, je suis quand même revenu l'année d'après, parce que j'ai redoublé. Ok, bon, il y a quand même une grosse année que t'as bien bossé, t'as mis les bases, t'as enchaîné tout ce qu'il fallait et t'as préparé au mieux. Le résultat du concours janvier en primant insatisfaisant, je suppose, du coup. Non, j'étais dans... ils nous donnaient pas un classement exact, ils nous donnaient un ordre d'idées. Donc, premier semestre, c'était bon, parce qu'on parlait en semestre, ou en quadrimestre. C'était bon. Et en fait, le deuxième, c'était pas bon. Je m'en suis bien rendu compte. J'étais peut-être arrivé trop tôt, trop près. Et ensuite, c'était très long. Il fallait attendre le concours, il fallait continuer à réviser, il fallait continuer à rester concentré, et j'ai vu le truc décrocher, je l'ai loupé à pas beaucoup. J'ai vu les dernières places dentaires juste avant moi, on m'a proposé sage-femme ou sage-homme, même si c'est pas le terme dédié. T'étais à deux doigts d'y aller? Non, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait, et ça s'est retrouvé encore pendant l'externat. J'avais pas envie d'aller en gynéco, c'était pas quelque chose qui m'intéressait comme spécialité, qui m'attirait, donc heureusement que j'y suis pas allé. Et donc je suis reparti en redoublant. Ok. Là, c'est la bonne. C'était la bonne. Les choses s'enchaînent bien. Tu reposes du contenu sur une base de première année, enfin de primant. Oui. Et tu vois que les planètes s'alignent bien. Ouais, j'ai changé de façon de travailler. C'est-à-dire que je me suis un peu plus calmé sur la quantité. Je travaillais un peu moins, je me reposais un peu plus. Je m'ouvrais les yeux sur autre chose, l'esprit, je m'aérais, tout ça. C'était un peu plus agréable. Histoire d'être encore plus focus quand t'étais sur les cours. Exactement. Et contrairement à ce que beaucoup disaient, il faut travailler jusqu'à 23h, il faut se lever très tôt, se coucher très tard, travailler tous les jours, même le week-end. J'ai pris un autre chemin. Au départ, je me suis fait un petit peu taquiner, chambrer. Mais en fait, en étant reposé, en travaillant que quand il fallait, ça s'est bien passé. Donc au final, j'ai de la chance, ça a bien terminé. La chance ou de l'intelligence d'avoir ce recul, de savoir faire ça, parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, il y a moyen quand même de se dire qu'il y a une seule méthode et c'est de bourriner. Exact, c'est le tunnel. C'est pour ça que je pense qu'il y a un truc qu'on découvre, pour certains, c'est bien de le découvrir tôt, et dans les autres années, parce qu'il y a encore des concours après, c'est de faire chacun son rythme. Chacun fait ce dont il a besoin et il travaille comme il doit travailler. Il faut pas s'occuper des autres, en fait. Donc, le résultat de la première année, satisfaction, entourage hyper heureux, je suppose.
Ouais, c'est très 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 heureux. Alors que moi, j'étais un petit peu, j'étais resté sur la réserve. Je me suis dit, bah tiens, c'est fini en fait. Et il y avait une telle pression pendant 2 ans, il y avait une telle attente qu'à la fin, en fait, on ouvre un ordi, on voit notre classement, et puis c'est fini. En fait, on nous donne un chiffre et c'est terminé. Il y a aussi la suite logique où les choses commençaient à se faire comprendre. Tu voyais que la bonne issue se profilait aussi, et donc Peut-être, peut-être. Disons qu'il y avait moins de surprises. Alors, j'étais ravi, je dis pas du tout le contraire, hein, mais je me souviens très bien, le site avait planté, donc j'avais pas pu avoir les résultats comme les autres le soir à 18h. T'es pas le premier à dire ça. T'es pas le premier à dire ça. Et voilà. Il y a un truc à revoir là-dessus. Souvent ça plante. Alors je sais qu'il y a eu même à l'époque, on allait dans la fac, on se bousculait pour trouver le tableau sur lequel il y avait peut-être notre nom. Sur ma 2e année, c'était sur un site. Et je me souviens que le soir, ça n'avait pas marché. Et en fait, j'avais un match de rugby avec une association, avec l'équipe de la police du Nord. Et donc, en fait, j'ai fait le match. J'ai oublié qu'il fallait voir le classement. Ah ouais. On a passé une super soirée. Et puis, en fait, le lendemain matin, c'est mes parents qui m'ont réveillé en me disant... mais je suis en médecine, au fait. Ça y est, t'as ton concours. Et voilà, alors eux, ils étaient ravis, la fierté, ils pleuraient, tout ça. C'est un peu, sûrement dans leur tête, dans leur esprit, c'était un peu de tranquillité qui allait venir. Bon, en fait, c'était l'inverse. et moi, j'étais soulagé. Ok, parce que c'est vrai que c'est une question aussi centrale dans ce podcast, le moteur de la motivation de toutes ces études, de la difficulté face à laquelle on doit faire face. Pour toi, le côté familial a été important? Ouais, je pense que ça a joué, mais l'avantage, c'est qu'ils m'ont jamais poussé. Ou bousculé en tout cas, ils m'ont dit fais ce que tu veux et fais ce qui te plaira. C'est vrai que le moteur, en fait, je pense qu'il y en a plein différents, chacun un peu le sien. Faut pas avoir honte de son moteur, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent la renommer, il y en a qui veulent dire moi je suis médecin, il y en a qui veulent dire moi je veux gagner de l'argent. Chacun la sienne en fait. Il y en a plein, il n'y a pas de jugement là-dedans. Tant qu'on a son motivateur pour réussir et pour continuer, parce que c'est long et éprouvant. Mais quand même, l'élément continu, j'ai l'impression, après avoir parlé avec pas mal de personnes maintenant, c'est que la famille reste quand même centrale pour une volonté de rendre fier l'entourage. Oui, et surtout qu'en plus on est jeune, on a 18 ans, donc on n'est pas encore trop affirmé seul, en fait. On vit à la maison, mais chez les parents, donc... on est un peu mis sur un chemin, donc c'est normal que ça fait plaisir de les rendre heureux, de les voir contents. Et après, il y a aussi beaucoup qui font ça pour la famille, enfin pas pour la famille, mais comme dans la famille, parce qu'il y a beaucoup de médecins aussi. Mais souvent, je me suis dit, c'est que s'il y a autant d'enfants de médecins qui veulent faire ça, c'est qu'en fait, c'est que c'est des métiers chouettes. C'est qu'ils ont eu un métier, une vie épanouissante parce qu'ils ont donné envie à leurs enfants de faire la même chose. Ouais, tu soulèves un sujet important parce que parfois, il est question de piston de la part de certaines personnes, etc. Mais en fait, il n'y a pas de piston. Quand on est dans le cœur du réacteur, on voit qu'il n'y a que le travail qui compte. C'est une énorme machine de guerre où personne ne peut se faire pistonner. En tout cas, naïvement, je pense ça. Mais les enfants de médecins sont peut-être plus nombreux déjà parce que ils ont baigné, comme tu dis, dedans. Et puis après, il y a une suite logique à ça. Enfin, bref, tout ça pour dire que le rôle du piston, on le balaye d'un revers de main quand même parce que il me semble pas trop avoir sa place dans tout ça, quoi. Ouais, je pense la même chose. On entend toujours des histoires. Il doit y en avoir comme partout, l'être humain est comme ça, mais c'est pas du tout la majorité. C'est exceptionnel, anecdotique, je dirais même. Comme tu dis, c'est des gens qui ont été élevés avec l'amour du métier, la passion du métier, une belle vie, donc ils ont été tentés par ça. Et ensuite, c'est aussi multifactoriel, hein, l'éducation. On sait que quand on vient d'un milieu favorisé intellectuellement, financièrement, c'est plus facile dans les études supérieures compliquées. Déjà d'envisager ces études, parce que parfois on les envisage même pas, parce que c'est pas du tout dans notre sphère quotidienne. Exact, donc c'est vrai que tout ça c'est multifactoriel, mais les pistons, ok, peut-être un peu, mais... Ok. Et donc tu disais qu'un enfant de médecin peut aller directement dans ses études et après remettre un peu en question ce parcours. Toi justement, est-ce que une fois que tu es rentré en médecine, les années de la 2e à la 6e année, tu as eu cette réflexion en mode en fait je me suis planté et c'est pas pour moi? Planté c'est pas pour moi, non. Mais alors plein de fois je me suis dit bon allez, j'en ai marre là, je vais aller faire autre chose.
il y a plein de choses chouettes, il y a plein de métiers intéressants dans la vie et autour de moi. Donc ça m'est arrivé. C'est plutôt en 5e année. Je me souviens, parce que la 2e et la 3e année, c'est des années chouettes où on était un petit peu insouciants, on s'amusait beaucoup, on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de sport, on était souvent avec des amis, je travaillais dans plein d'associations, ça me plaisait. C'était un peu insouciant et là, on n'a pas le temps de se dire je vais aller faire autre chose. C'est trop sympa. Ouais, il n'y a pas le cumul des années non plus où non. t'es encore frais. Voilà, c'est trop cool. On travaillait intensément, mais sur des courtes périodes. En revanche, quand on commence à préparer ce fameux concours de l'internat, là, on commence à se dire ça va être long parce que c'est 3 ans. Certaines facs commençaient un peu plus tôt, mais nous, c'était 3 ans d'externat. C'était des cours qui étaient denses en quantité. On allait en stage, on commençait à se remettre à réviser, à travailler plus que la première année, parce qu'à chaque fois, on croit que l'année dans laquelle on est, c'est la plus dure. Et en fait, les années d'après sont toujours plus dures, plus intenses, plus denses. Avec ce cumul dont je parlais tout à l'heure, où à un moment donné, t'as l'impression que le tunnel se termine jamais. Exact, c'est interminable. Et la 5e année, comme c'était pas l'année du concours, j'avoue que j'en avais marre. Je me disais, je vais faire autre chose. Et mes parents étaient très simples. Ils m'ont dit, tu vas d'abord passer le concours, on verra après. Et après, ils m'ont dit, tu vas passer ta thèse, on verra après. Et voilà, maintenant, je suis très content. Il y a toujours un mini tunnel qui se rajoute. Voilà. Ok. Donc, tu restes à Lille pour les 6 premières années. Exactement. Ok. Et arrive le concours de l'internat. Comme tu l'as dit, ça repose sur la 4e, 5e et 6e année, ce sur quoi on va nous interroger. Est-ce que ça t'a coûté ce nouveau concours, cette nouvelle façon, cette façon encore identique à la première année d'être confronté aux autres ? Parce que excuse-moi, du coup, on va choisir notre spécialité, notre ville d'internat. En fonction de ça, est-ce que tu aurais envisagé un autre système pour avoir ce choix ou ça t'a paru adapté ? En tout cas, à l'époque, c'était comme ça que ça marchait. Donc, il fallait accepter la règle du jeu. Et il fallait être bien classé pour prendre ce qu'on voulait, où on voulait. Même moi, la première fois, je n'étais pas très bien classé. Mais j'ai quand même pris ce que je voulais, où je voulais. C'était la règle. C'est vrai qu'elle est décriée. On a quand même une certaine liberté. On peut aller dans plein d'endroits différents. Et même après, on peut s'installer dans des endroits différents. Je sais que c'est un peu des polémiques en ce moment sur la liberté d'installation. Mais est-ce qu'on peut mieux faire ? Je sais pas. Ouais. C'était une façon de faire. On était sélectionnés sur le papier. On était des machines à réécrire ce qu'on avait appris par cœur. C'était pas très intelligent, mais c'était une des façons qu'ils avaient trouvé de nous sélectionner. Je sais qu'il y a eu des changements, que maintenant peut-être on teste un peu plus les gens techniquement dans des stages. C'est peut-être un peu plus intelligent, mais je sais pas forcément si c'est mieux. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas adaptés au concours et qui lâchent dès les premiers mois de la première année de médecine. Et qui ressentent ça comme un échec. Moi, je pense le contraire, que parfois, enfin pas le contraire, mais en tout cas, il n'y a rien d'anormal de ne pas être adapté à cette jungle, comme tu disais tout à l'heure, et que on arrive en 6e année, on est tous sélectionnés sur concours, donc on est tous déjà des machines à concours. Donc, entre guillemets, c'est peut-être pas le moment où on remet en question le format où il y a le plus de remise en question du format concurrentiel, entre guillemets, mais plus en première année où il y a pas mal d'étudiants qui arrêtent, parce que c'est quand même quelque chose, il faut vraiment être adapté à ce format d'examination, quoi. Et donc, tu as dit, première fois, mal classé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe au cours de la première année de l'internat ? En fait, mon classement, je m'en souviens bien, parce qu'il était assez rigolo à retenir, c'était 5, 6, 7, 8. Okay. Donc j'ai fini 5678. Je m'attendais... Sur plus de 9000 quand même. Ouais, on était 9500. Alors on dira que c'est pas trop mal, mais il y en a qui ont fini... ventre mou ? 1, 2, 3 ou centième. Il y en a qui ont fini dernier. Donc, en vrai, voilà, ça veut rien dire. C'est un chiffre parmi d'autres. Je m'attendais pas à ça, surtout dans les concours blancs, surtout dans les examens qu'on avait pu faire à la fac. Tu avais fourni du travail qui te permettait d'avoir accès à autre chose en termes de classement et donc ok. Je pensais le premier tiers, peut-être le premier quart. En tout cas, tout à l'heure tu parlais de la 5e année, mais 4, 5, 6e année, tu avais joué le jeu à fond et pour toi le concours, voilà, il y a ceux qui disent moi je m'en fous, toi tu étais quand même sur les rails et tu y allais à fond, quoi. Ouais, c'était pas je m'en fiche, c'était vraiment il faut que j'ai un bon classement pour choisir, parce que j'avais pas encore choisi ce que je voulais faire. Il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient bien, il y en avait que j'avais tout de suite éliminé. Il te fallait pouvoir avoir le choix et que le classement ne fasse pas le choix à ta place, quoi. Exact, c'est ce que je trouvais important, c'est d'avoir le choix. Et il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-spécialité.
Et même avec le choix, même le premier, il peut prendre une spécialité qu'à l'époque on étiquetait comme nulle, comme moins intéressante. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Et donc fallait avoir le choix. Et j'ai pas trop eu le choix en fait. Donc je suis parti en psychiatrie, mais avec plaisir, parce que c'était quelque chose qui me plaisait, ça faisait partie des 2-3 spécialités qui me plaisaient depuis toujours. Et j'ai pu aller à Toulouse, j'ai pu rentrer un peu du côté où ma famille, les origines de ma famille. Ok. Un peu à moitié la tête à l'envers quand même en commençant l'internat. Ouais, c'était un peu l'échec. Je l'ai ressenti comme un échec avec le classement. Je pouvais pas prendre orthopédie, j'hésitais beaucoup avec les deux. Et en plus de ça, j'avais fait faisant fonction d'interne, donc le faux interne. Le statut de pré-interne Voilà. l'été qui précède le début de l'internat. Exactement. Dans un petit hôpital du Nord, c'était à Armentières. Et ce FFI, on peut le faire dans toutes les spécialités qu'on veut. Alors à l'époque, c'était assez facile, on pouvait postuler dans plein d'endroits. En fait, on faisait super externe ou jeune interne, ils nous trouvaient une place comme ça pour combler. T'avais fait quoi du coup ? J'étais allé en orthopédie à Armentières. Et en fait, j'avais adoré. Donc, déception, une petite dépression, on va dire, de quelques jours, en se disant, tiens, je pourrais pas le faire. Et là, j'avais rencontré un chirurgien qui était très sympa et qui m'avait dit, redescends au bloc, parce que je voulais plus y aller au bloc, je faisais que les trucs qui étaient pas intéressants et je laissais mes collègues aller au bloc. Et il m'avait dit, non, tu reviens au bloc, fais-toi plaisir, et tu repasseras le concours et tu reviendras en ortho. Ok. Juste pour détailler, repasser le concours, quand on a passé une première fois le concours, c'est quand même une galère totale parce que c'est pas du tout dans la suite logique des choses. Je sais pas précisément les différentes modalités, mais il y a soit on annule et on fait même pas le choix, on dit non, moi je fais pas de choix et je redouble et je redeviens externe de 6e année et donc je redouble ma 6e année, ou je fais mon choix, je rentre dans l'internat, j'embrasse ma carrière d'interne. Et là, c'est visiblement ce que tu as fait, c'est pas la même limonade du tout, puisque tu dois avoir une double activité. Exact. C'est ce que tu as fait, tu vas nous raconter. Pour redoubler, il fallait invalider les stages, il fallait s'arranger pour redoubler. Et en fait, j'avais pas envie de redoubler, j'avais pas envie de stagner, je le voyais comme stagner ou régresser même. Et je me suis dit, allez, j'avance, je vais prendre l'internat. Et si ça me plaît, je resterai en psychiatrie. Bon, ça m'a plu, mais je suis pas resté. Je m'étais dit, je tente pour aller me laisser le choix. Et donc là, on peut le passer en candidat libre. Donc il y a un moment dans l'année, il y a un mois où il faut envoyer la lettre qui dit « j'abandonne mon classement, je me remets en tant que candidat libre ». Et donc, en fait, on le remet en jeu, c'est-à-dire qu'on peut faire moins bien comme on peut faire mieux. Mais il n'y a que le deuxième classement qui sera retenu. Exactement. Et donc, si on est malade et qu'on n'y va pas, on finit dernier. Mais c'est ce nouveau classement qui prend le dessus. Et donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu as dû avoir la double emploi du temps, de préparer le concours, plus de devoir tenir ton rôle d'interne à l'hôpital. Oui, exactement. Donc, je me levais un petit peu plus tôt pour faire 1 heure ou 2 d'exercice. Je me couchais un peu plus tard, je sortais pas le week-end, j'étais un peu plus orienté sur le concours. Après, de la même manière, je l'avais pas loupé à grand chose. Alors, sur le classement, c'était quand même plus important, mais je croyais pas l'avoir loupé à grand chose. J'avais loupé un dossier ou deux. Lors de la deuxième tentative? De la première tentative. J'avais loupé à pas grand chose et je m'étais dit, c'est bon, en fait, j'ai déjà les connaissances, il faut juste que je revienne au prochain concours et là, ça ira mieux. Donc je faisais plein d'exercices, mais il fallait quand même concilier les deux. Donc j'avais des chefs très conciliants aussi, super, très sympas, qui avaient compris que j'aimais les deux. Donc ils me faisaient faire mon travail d'interne de psychiatrie. J'étais en pédopsie dans un petit hôpital à Lavore, dans le Tarn. On embrasse les Tarnais. Et voilà, bel endroit, belle vie, c'était très agréable. Donc je travaillais, ma chef était hyper sympa, bien compréhensive, et j'adorais ce que je faisais. Et elle me laissait un peu de temps libre aussi pour réviser. Pour discuter avec des internes de psy et pédopsie, c'est vrai que c'est un internat. Là aussi, il faut préciser que parfois, en fonction de la spécialité, on est plus ou moins écrabouillé par le système en tant qu'interne. Mais je constate que l'interne de psychiatrie, l'interne est très respecté dans son emploi du temps, dans pour le coup, pour sa santé mentale. Ce serait un comble d'ailleurs que les internes de psy soient avec une santé mentale détériorée, mais au contraire elle est très préservée et ils sont chouchoutés entre guillemets, donc là ça se confirme, on a compris, je sais pas si c'était une détresse, mais on a compris que t'étais insatisfait de
de ce début d'internat. Ouais, qui avait un objectif à venir et donc ils ont été très sympas. Alors après, je jouais le jeu, hein, c'est-à-dire que j'allais au boulot à l'heure, je repartais quand c'était fini et pas plus tôt. Je trichais pas, j'allais aux cours de psychiatrie qu'on avait les jeudis après-midi, mais simplement de temps en temps, je prenais un petit peu plus de vacances. Enfin voilà. Ok. Et quand tu fais ça, tu te dis qu'est-ce que je fous là, c'est n'importe quoi, ce double emploi du temps. Je suis en train de m'éparpiller, ou au contraire tu tiens la route et tu te dis ok, garde le cap, ça va le faire. Non, c'est exactement ce que tu dis. Au début, je me dis, je changeais d'avis en permanence. Je me disais, non, allez, je le repasse pas, je le repasse pas. Tant qu'on n'a pas envoyé la lettre qui dit j'abandonne mon classement, on peut changer d'avis tous les jours. Donc, je changeais d'avis. Et en fait, j'étais bien entouré. J'ai rencontré mes premiers co-internes et colocs à Lavore, qui étaient des bêtes de concours, qui ont été hyper bons et qui m'ont fait bosser, en fait. Eux, ils avaient donc débuté l'internat. Ils avaient débuté l'internat comme moi, en médecine générale, eux. Et ils t'ont aidé dans ton... Ok, incroyable. Il y en a un dont je me souviendrai toujours, hein, Thomas Giordano, qui avait super bien réussi à l'internat, qui avait fait médecine générale. Donc, comme je disais, il n'y a pas de sous-spécialité, contrairement à ce qu'on peut entendre dire chez certains. Les très bons peuvent aller dans toutes les spécialités. Et donc, il était hyper fort. Et donc, il m'a fait réviser, il m'a fait comprendre des choses que je n'avais pas saisies. Et en grande partie, grâce aux exercices qu'il m'a fait faire, ça a fonctionné. Mais comme tu me disais là juste avant, j'ai changé d'avis plusieurs fois. Et puis à un moment, tu prends ta décision, t'y vas, tu fais à fond le truc. Et après, comme on s'était dit, il y avait un copain qui repassait le concours en même temps que moi. On avait tous les deux pas bien réussi. Et on s'était dit, allez, on y va, on fonce, on arrête de se poser des questions. Ouais. Oui, parce que ça peut être improductif de se poser 1000 questions aussi. Exactement. Tu ralentis, tu stagnes. Et on y était allé à fond. Et donc on a vu après. Ok. Et t'as vu quoi après ? Et donc après, finalement, c'était mieux le classement. J'étais toujours pas dans les 10 premiers. Hein, il faut pas se mentir. Mais j'ai fini 2224, 2224. Okay. Ça donnait beaucoup plus de possibilités. Déjà, ça me donnait la possibilité de rester en psychiatrie, si je voulais. Et ça me donnait la possibilité d'aller faire de l'orthopédie. Et là, ça a été un peu le jeu de quelle ville, quel coin, dans quelle région il faut aller, dans quelle région je peux aller, parce que j'avais pas tout ce que je voulais non plus avec ce classement. Et j'ai eu la chance de pouvoir rester à Toulouse. C'était une année où les classements sont descendus un petit peu après 2005, donc j'ai pu rester. Pour réexpliquer, donc le premier choisit sa spécialité et sa ville, etc., jusqu'à ce que notre classement arrive, et on fait l'état des lieux de quelle spécialité il reste, dans quelle ville. Il y a quand même, alors, une sorte de paradoxe entre tes deux spécialités de cœur, même si, en tout cas, ça c'est la théorie et les gens veulent un peu les mettre aux extrêmes avec la psychiatrie, qui parfois targuée de pas du tout être une spécialité somatique, c'est-à-dire sans examen clinique, etc. Le côté chez ortho, où pour le coup, les gros traits, c'est que ça réfléchit pas et ça tape dans des marteaux. Évidemment, aujourd'hui, on est là pour dire que c'est pas du tout ça et que la psychiatrie est une spécialité où il y a un examen clinique hyper fin et qu'en chez ortho, vous n'avez pas que des marteaux dans votre outillage. Exactement. Alors, on peut continuer à dire ça un peu parce que c'est rigolo, mais c'est comme toujours les extrêmes, il faut, enfin voilà, c'est pas la réalité. Hein. Tu penses que tu vas profiter tes quelques mois, enfin tes 2 semestres du coup de psychiatrie en ortho, où bon pour le coup faut pas non plus exagérer, tu peux pas trop te permettre de passer ton temps sur des examens psychiatriques, enfin pas psychiatriques mais en tout cas de discuter au-delà du motif de consultation orthopédique avec les patients. Ouais, c'est vrai que schématiquement en psychiatrie on prenait 1 heure, on analysait énormément, il y avait une sémiologie, donc une analyse de la clinique était énorme. En orthopédie aussi, on l'a, mais on aime se focaliser tout de suite sur le signe qu'on recherche, la radio qu'on veut, et ensuite on aime être au bloc et bricoler, comme on dit. Donc c'est sûr que c'est 2 extrêmes. Il y a aussi une contrainte de temps, parce que si vous le faites pas, c'est parce qu'il faut enchaîner aussi. Il y a beaucoup de patients en train de patienter, etc. Exact, en traumatologie, on a beaucoup de volume. Alors je dis pas qu'en psychiatrie, ils ont pas de patients, hein, c'est pas du tout le cas, mais en traumatologie, on a tout le temps quelque chose. Les gens ont tout le temps quelque chose de cassé, de tordu, ce genre de choses. Donc c'est vrai on peut avoir des consultations entre 30, 50 patients par jour, 60 patients par jour chez certains collègues. Donc forcément, tu peux pas prendre le temps de faire autre chose. C'est difficile. Qui ne dépend pas de ta spécialité en plus. Exactement, c'est difficile.
Mais peut-être que cette ouverture d'esprit m'a permis de faire un peu plus attention aux gens, un petit peu plus attention à ce qu'ils me disent. Ça, c'est plutôt aux patients qu'il faudrait demander. Mais comme toujours, il y en a qui sont contents de la personne qu'ils ont rencontrée, du médecin. Il y en a qui sont pas contents. C'est les goûts et les couleurs. Ok. Super. Et donc tu rentres dans cette spécialité. Là, pour le coup, mentalement, il y a quelque chose qui se débloque. Tu te sens à ta place et tu sens que ton énorme remise en question et ton statut particulier de cette première année d'internat où tu avais ce double emploi du temps, là, tu te dis, ok, bien joué, tu as fait ce qu'il fallait faire. Ouais, c'était fait. J'avais obtenu l'objectif. Il n'y avait plus à faire les deux choses. On pouvait se focaliser sur l'orthopédie. La psychiatrie me manquait. Elle m'a manqué longtemps. En gros, en cours de 2e année, je me suis dit, bon, allez, stop. On fait quoi? On retourne en psy et on finit psy? Ou est-ce qu'on reste en ortho et on finit ortho? Qu'est-ce qui te manquait? Le rythme de vie, l'ouverture d'esprit, c'était moins intense, permettait de prendre un peu plus de temps, de voir plus de choses. Puis c'était intéressant, j'adorais en fait la psychiatrie. Je voulais faire pédopsie pour faire de l'autisme. C'est vraiment un truc qui m'a toujours intrigué, passionné. Et donc, ça me manquait un peu. Et l'orthopédie, c'était très différent. C'est un internat de chirurgie, donc c'est plus dur. Les horaires étaient importants. On faisait beaucoup de garde. On parle du repos de garde. Parfois, on le prenait pas, il faut le dire. C'était plus intense. C'était dans un milieu un peu où on se bouscule, même entre collègues. Il faut faire sa place, il faut marquer des points. Donc tout ça, ça joue un peu sur le mental. Donc, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'internat de psychiatrie, pour le coup, tout ça, il y a beaucoup de respect entre les internes, de chef à interne, où tout est respecté. Il y a pas ce côté machine à broyer, quoi. Voilà, c'est les deux. C'est un peu caricatural que de dire ça, parce que comme partout, dans psychiatrie, il y a aussi des services où ça se passe mal. En orthopédie, moi ça s'est hyper bien passé dans mon service. Simplement que c'était une machine qui a une façon de fonctionner. Et il faut accepter les codes, il faut rentrer dans les cases, on dit souvent. Donc c'est bien aussi de rentrer dans plusieurs cases, mais il faut accepter de rentrer dans les cases. Il faut faire des heures, il faut opérer, il faut voir, il faut lire. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est pas forcément malveillant de ceux qui demandent de faire ça. C'est juste une culture de la spécialité, en fait. Ouais, exactement. Moi, je me suis pas du tout fait maltraiter. J'ai pas de mauvais souvenirs autour de ça. On avait un service qui était vraiment chouette, qui est toujours chouette, mais il faut accepter des règles du jeu, c'est-à-dire que c'était difficile d'apprendre ce métier sans pratiquer, c'est un métier manuel, donc il faut passer du temps au bloc, il faut voir, il faut essayer, il faut s'entraîner, il faut qu'on nous apprenne, il y a beaucoup de connaissances à apprendre. Moi je prenais toujours cet exemple de à l'externat on apprend beaucoup de choses, on apprend à marcher, et ensuite on devient interne, et dans les spécialités médicales, cardio, pneumo, ils pouvaient réutiliser pas mal de choses qu'on avait apprises avant. Et là, ils apprenaient à courir, ils apprenaient leur spécialité. Et nous, en chirurgie, on repassait au stade 0 où on réapprenait à marcher parce qu'on savait pas s'habiller au bloc, on connaissait pas le nom des instruments, on savait pas très bien l'anatomie. Il fallait qu'on apprenne beaucoup d'autres choses. Ouais, il y a quelque chose d'un peu ingrat où il y a 6 années importantes côté médical, mais il y a aussi un côté où tu reprends tout depuis 0 puisque c'est un nouveau monde. Exact. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées, qu'on n'utilise plus. Au quotidien. On a des petits souvenirs, ça nous donne des alertes de temps en temps, mais on se fait aider par les collègues. Ok, donc là tu poursuis, tu remets en question, mais tu prends une décision de poursuivre. Exact. Pourquoi? Il y a une contrainte de temps, tu veux pas trop non plus perdre de temps, ou parce que l'orthopédie finalement coche toutes les cases Ah ouais, non du tout, c'était vraiment ça. Je voulais rester en orthopédie, je voulais ce truc d'efficacité quand on a une pathologie. C'est ce qui m'avait un peu peiné en psychiatrie, c'est que c'était des suivis et des prises en charge hyper longs. C'était pas toujours efficace. J'avais ce sentiment, de mon point de vue, de jeune interne, attention. En orthopédie, c'était cassé, on réparait et ça allait mieux. Alors on a des complications en orthopédie aussi, on en a tous les jours. Mais il y a une immédiateté qui fait du bien. Ça c'était chouette, c'était rapide, la consultation elle est efficace en fait. C'est cassé, on met un plâtre, c'est cassé, on répare. Puis on enlève le plâtre, on fait de la rééducation. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Et puis je m'amusais au bloc en fait, j'adorais ça. Et t'adores toujours ça? Et j'adore toujours. Ok, l'internat se poursuit, est-ce que tout se déroule bien? Donc t'es à Toulouse à ce moment-là. D'autres particularités dans ton internat? L'internat, j'ai essayé de voir d'autres choses. Donc j'ai fait des DU, je me suis forcé à faire des formations complémentaires universitaires.
C'est un peu chronophage, il faut s'organiser, ça oblige à bosser, et c'est ça aussi qui était bien, ça oblige à ouvrir des livres. On disait justement que l'internat était peut-être un peu dur en chirurgie, mais j'étais peut-être pas obligé de m'imposer tout ça. J'avais envie de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses, d'aller dans d'autres villes pour apprendre d'autres choses. Donc j'ai fait un DU par an. Donc à la fin du clinica, j'en avais 8. Ah oui, ok. Petite collection, c'est un petit jeu à la fin. Tu peux faire un collier. Voilà. Qu'est-ce que j'avais fait pour essayer de me divertir? Je faisais aussi de l'associatif parce qu'à Toulouse, il y a une énorme association de l'internat, des internes, des anciens internes, grande en taille et en efficacité et en poids auprès des instances. Donc on a fait ça avec des copains. Ok. Ça a passé des super moments. T'avais quel rôle? En deuxième année, j'étais le trésorier de mon coloc qui était président. Tous les colocs, on était dans le bureau de l'association, donc c'était rigolo. Ok. On a passé des super moments. Et un peu plus tard, avec d'autres copains, on est revenu dedans. Et là, j'ai fait président de l'internat, de l'association. En dernière année, j'avais mûri, il y avait des choses qu'on voulait faire qu'on n'avait pas pu faire. Donc je suis revenu dans le jeu. C'était l'année du Covid en plus, c'était pas évident. L'année de la thèse, encore moins évident. Waouh. Et ouais, là, c'est commence à être dense quand même. Ouais, mais bon, à la fin, c'est fini. Ouais, Ça, internat de chirurgie, ouais. plus thèse, plus un rôle de président d'association. Hyper sollicité, je suppose, du coup. Ouais, c'est un peu la course en avant, quoi. Ouais. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on le fait. C'est un peu souvent ça. J'ai cru remarquer en médecine, dans certaines spécialités, encore plus en chirurgie. On demande plus, on dit oui, on fait plus, et on nous en demande toujours plus. Un engrenage ouais. Négatif, tu veux dire par là? Je crois pas, puisque moi ça m'a plu et c'était volontaire et que ça s'est bien fini. Donc là, je dirais qu'il était positif. J'ai vécu des choses incroyables, j'ai rencontré des gens géniaux et maintenant je suis ce que je suis, donc ça me va. Peut-être que pour certains c'est un peu plus compliqué et quand on le subit, ça peut être très long, très difficile et parfois ça peut mal finir. C'est ça qui est dommage et difficile. D'accord. Ok. Donc tu finis, donc la chirurgie demande un clinica, c'est-à-dire qu'on rajoute 2 années au rôle d'interne. On devient un peu le chef des internes, entre guillemets. On chapeaute les internes qui arrivent dans la spécialité. Tu le définirais comme ça? Ouais, un petit peu. Je le définirais comme... on a un côté d'enseignement universitaire pour les internes et aussi les externes. Et pour les écoles d'infirmiers, de kinés et autres. On a un côté chirurgical, ça y est, on devient le propre chef. Et toujours sous la bienveillance, je trouve, ou l'aide des patrons, des PU, les profs, les MCU ou les PH. Donc voilà, on fait partie de l'équipe, c'est un chemin à prendre. Ok, mais toi, en tout cas, tu as trouvé ça à chaque fois bienveillant et t'as pas senti une oppression qui te mettait en danger sur le plan mental? Non, en danger, jamais. Après, bien sûr que j'ai râlé, bien sûr que les patrons, on râle toujours sur les patrons, bien sûr qu'il y a des choses que j'avais pas envie de faire, que j'étais fatigué, qu'il y a des trucs j'en avais marre. Mais non, j'étais content de ce que je faisais à la fin et le but final, il me convient maintenant. Ok, formidable. Donc bravo. Tu finis le clinica et là tu rentres immédiatement dans la vie professionnelle, tu prends des postes. Je suppose que vous êtes hyper sollicité puisque c'est là aussi une spécialité en tension et tu as été immédiatement sollicité, voire même avant la fin du clinica. Il y a de la place, ouais. Même avant la fin du clinica, il y avait de la place un peu partout. Il y a aussi des endroits où c'est bien bouché, mais je crois que des médecins, on n'en manque pas. Donc on peut s'installer où on veut, on peut découvrir le libéral, le privé, on peut rester dans le public, on peut essayer de faire les deux. Donc là, il y a l'embarras du choix et c'est difficile justement de choisir. Et toi, t'enchaînes de suite avec les remplats? J'avais fait des remplats un peu tardivement sur la fin du clinica. Je suis tombé amoureux d'un petit hôpital où on a atterri avec un copain qui finissait aussi le clinica avec moi en orthopédie. Et donc c'est l'hôpital de Moissac. Et on a pris notre poste de PHC d'entrée à la sortie du clinica. Ok. Et donc, à la fin de l'internat, vous êtes identifié immédiatement sur un poste de chef de clinique ou comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on comprend pas quand on est jeune étudiant, qu'on découvre de plus en plus. Quand on est interne, c'est parfois des choses qui nous font peur. Surtout nous, dans les spécialités chirurgicales, on a besoin d'opérer, de s'entraîner et d'apprendre encore. Donc, le clinica, c'est important. Donc, les internes, on nous met sur des postes et parfois, on peut avoir de l'attente. On appelle ça une année d'attente ou 6 mois d'attente où il n'y a pas de poste pour nous.
Avant de débuter le Clinica. Ouais, il n'y a pas de poste, mais on nous promet qu'il y en aura un. Et moi, c'était le cas. On m'avait dit, il faudra attendre 1 an. Ok. Et donc là, il y en a plein qui attendent comme ça. Sans activité ? Alors, chacun trouve sa parade. Il y en a qui deviennent super internes ou médaille d'or. Ok. C'est un statut. Ouais, c'est un vrai statut, médaille d'or. C'est plutôt avec la fac en fait que c'est fait, mais ça reste pour l'hôpital. C'est souvent 6 mois avant de prendre son poste. Il y en a qui partent dans les hôpitaux périphériques des CHU pour être assistants, pour faire un peu la même chose, avant de revenir au CHU faire le Clinica. Il y en a qui font un peu des remplats, mais c'est pas des statuts évidents. Et moi, j'ai fait un truc un peu différent. Je suis parti pendant 1 an comme chef de clinique, mais à l'armée. Ok, donc chef de clinique, et t'es resté dans le cursus, entre guillemets, ou en tout cas dans le profil universitaire, ou t'es sorti du monde civil, en fait ? Ouais, je suis sorti du monde civil. En fait, quand j'étais interne, je m'étais engagé dans la réserve du service de santé des armées, parce que c'est quelque chose qui me plaisait, qui me faisait rêver en tout cas. Et je m'étais dit, un jour, je veux rendre service encore à l'armée. Je veux essayer de partir en faire une opération extérieure en tant que médecin, découvrir ce monde. Et en fait, j'avais 1 an d'attente. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas postuler dans un hôpital militaire pour voir s'ils ont besoin. Et eux aussi, ils avaient des besoins, surtout en orthopédie, parce que c'est vachement utilisé. L'orthopédiste, c'est très important, parce qu'en fait, le militaire... Beaucoup de traumato. Et voilà, quand il est blessé, il y a besoin de traumatologie. Et donc, j'ai postulé à l'hôpital des armées de Percy, à Paris. Ils avaient un poste d'équivalent de chef de clinique. Alors, je travaillais pas pour la fac, mais donc ils m'ont fait signer un contrat, et on appelle ça d'active. Et c'était 1 an, c'était déterminé. Ok, t'as dû avoir l'aval du côté universitaire, hôpital, etc. Ou t'étais autonome là-dessus ? Ils nous laissaient le choix, puisqu'en fait, c'était 1 an d'attente, donc on le comble comme on veut. Ok. Mais je les avais informés dès le début. Ils étaient aussi très contents de cette idée d'aller voir autre chose. En fait, je l'ai vécu aussi comme un interchu, c'est-à-dire les interchus quand on va ailleurs pour voir d'autres techniques, d'autres écoles chirurgicales. Mais ça m'a permis d'aller voir cette école chirurgicale militaire parisienne. Et donc, c'était gagnant pour tout le monde. D'accord. Tu vas dans cet hôpital militaire. Oui. Et tu fais pendant 2 fois 6 mois du bloc en milieu hospitalier ? Ouais, l'hôpital militaire, c'est les HIA. C'est dans le maillage de la santé en France. Donc, 80% des patients qu'on avait, c'était des patients civils. Ok. Et 10 à 20%, c'est des patients militaires. Ok. On leur donne la priorité, surtout quand il y a des urgences, quand ils sont rapatriés. Mais on participe aux soins de toute la population française. Et donc, j'avais un poste de chef à côté de mes collègues, qui ont été hyper bienveillants, qui ont été gentils, avec qui j'ai passé des super moments et qui m'ont montré aussi beaucoup de choses que je faisais pas ou que j'avais pas apprises différemment. Donc voilà, de la chirurgie, de la consultation. Et t'as pu être envoyé sur d'autres des terrains de combat, par exemple ou... Alors, c'était pas un terrain de combat, mais ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire une OPEX, comme on dit, une opération extérieure, parce que le service avait été désigné pour envoyer un orthopédiste. Et moi, j'étais volontaire, avec grand plaisir. Mes collègues partaient déjà beaucoup, très souvent. Donc, ils étaient ravis que je puisse prendre une place. Donc, j'ai pu partir 2 mois sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ok. En mission. Donc, c'est rigolo. On se dit, chouette, une croisière. Bon, c'était pas vraiment une croisière. Il n'y a pas des hublots, il n'y a pas des transats. Ouais. Mais il y a 2 chirurgiens, un chirurgien dur, un chirurgien mou. Là, c'était un urologue, Paul Chiron, qui était hyper sympa, avec qui on a passé 2 mois à pas se lâcher, en fait, parce que c'est tout petit. On est tout le temps ensemble. Donc, il y a les 2 chirurgiens, il y a un anesthésiste, 2 IAD, un infirmier de bloc, 1 ou 3 infirmiers, 2 médecins généralistes, un médecin généraliste spécialisé en aéronautique. Donc ça fait un petit hôpital en fait. Incroyable, tu te retrouves là, c'était pas forcément hyper préparé, enfin comment dire, pas du tout anticipé de ta part. Non. Ok. Ils m'ont prévenu 1 mois avant, ils m'ont dit est-ce que tu veux y aller ? Oui, c'est parti. Il y avait 2 blocs opératoires, on avait de quoi faire de la scopie pendant le bloc quand on opère, on a un scanner, des radios. Ok, t'as trouvé ça qualitatif. C'est chouette, de se dire que c'est sur l'eau. Pour 3000 soldats à peu près, sur le bateau, 2500, et puis il y a les autres bateaux autour. Ok. Donc ça fait en fait une petite ville. Ouais. Alors on n'a pas fait du quotidien, on n'a pas fait des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux, mais il faut qu'on soit là s'il y a une petite traumato, s'il y a quelque chose. Et ça représente quelle activité en termes de nombre de blocs par jour ? Ça peut... C'est très souple, je suppose, c'est très léger. C'est vraiment pas par jour, c'est
Je sais pas, je pense qu'on a dû faire une vingtaine de blocs sur les 2 mois, ce qui était déjà beaucoup. C'était des petites choses, hein, c'était des plaies de la main, c'était des plaies de doigts. On a quand même eu aussi un peu de gynéco, on a eu du digestif, on a quand même mis une sonde Gigi pour les urologues. Ok. On a mis une sonde Gigi au bloc. C'était Sur le Charles de Gaulle. Sur le Charles de Gaulle. On a aussi fait une grosse chirurgie sur un patient qui s'est blessé. On a opéré longtemps. C'était très intéressant aussi de voir cette organisation. Ouais, l'organisation est incroyable. Et tu l'as bien vécu cette vie en secteur fermé quand même? Alors je l'ai bien vécu au début, mais c'est très très long quand même, hein, Ouais. parce que 2 mois sans poser le pied sur la terre. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas internet, on regarde pas YouTube toute la journée. Ouais. Le téléphone c'était dans le couloir. C'est différent, il n'y a pas le réseau. Une chambre en commun avec d'autres personnes? Ouais. Nous on était 4, j'avais de la chance puisque quand même quand on est médecin ou chef de clinique, on est gradé. Quand on a eu la thèse et qu'on a fini l'internat, on passe capitaine grosso modo. Donc on était entre gradés, on était 4. Mais il y a certaines chambres ou postes comme ils appellent ça où ils sont 30, 50. Donc ça c'est autre chose. Ok, incroyable. Quelle vie. Et donc ça se termine quand même, t'avais envie de revenir sur une organisation terrienne, oui. entre guillemets. Oui, on avait hâte, puis de retrouver le blog, de faire ce qui nous plaît aussi. C'est chouette d'échanger avec les collègues, d'avoir de la traumato, des prothèses, ça me manquait, tout ça. Donc je suis rentré à la Chia, donc à l'hôpital à Percy, avec plaisir. Et puis on reprend l'activité. Sur le Charles de Gaulle, vous saviez où est-ce que vous étiez à peu près ou... Ouais, ils nous donnent des infos. Il y a des informations quotidiennes ou hebdomadaires. Il y a aussi des informations un peu techniques. C'est ça qui est intéressant, de découvrir des métiers. La météo pour les pilotes, de découvrir le métier des pilotes, l'armement. T'as vu renseignements. les décollages Ouais. comme on voit à la télé, quoi. Ouais, ils décollent, ils appontent. Incroyable. Ils atterrissent pas, ils appontent. On a vu, comme dans Top Gun, Ouais. pareil, sauf qu'il fait beaucoup plus chaud, Mhm. que ça fait beaucoup de bruit. Et qu'il n'y a pas Tom Cruise. Non, il n'y a pas Tom Cruise. Ok. Donc, retour à la terre ferme. Et l'enchaînement se fait Clinica. Tu prends, comme tu nous as raconté, Exact. le poste à Moissac. Exact. Ok. Donc, le podcast aussi, le projet, c'est de savoir quelle est la place de la médecine dans la vie des gens et dans la vie des médecins. Quel est le projet? Est-ce que tu penses être à l'équilibre? Est-ce que tu penses avoir trop donné à cette profession? Ou est-ce que tu penses que tu t'es jamais trop sorti de la zone de confort? Beaucoup donné, ça c'est comme tu dis, énormément de temps, mais c'était de la passion, donc ça c'est un truc hyper important. Si ça plaît pas, il faut pas le faire en fait. Mais la médecine en général ou les spécialités en fait. Ouais, mais parfois, on sait que même si on veut pas, le système fait qu'on est dans le dur et qu'on est obligé d'y rester. Ouais, mais on tient mieux quand même si ça nous plaît. Ouais. On le vit mieux, on le passe le cap. Et en fait, quand on n'est plus à l'hôpital ou quand on n'est plus dans notre formation, quand on peut exercer, si on aime ce qu'on fait, on le fait comme on veut en fait. On peut exercer, il y en a qui exercent 1 jour par semaine, il y en a qui exercent 6 jours par semaine, dans des hôpitaux, dans des cliniques, tout seul. Donc pour toi, la conclusion, c'est que l'internat a été une zone un peu inconfortable parce que tu n'avais pas le choix de tout ça, mais que derrière, tu as retrouvé un équilibre grâce au choix de t'organiser comme tu le veux, quoi. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. L'internat a été dur, mais je me suis plu. Il fallait un peu qu'il soit dur, parce qu'il fallait apprendre. Je continue à apprendre. Je m'astreins encore à travailler, parce que c'est exigeant. Mais le après, il est génial aussi, en fait. Il faut pas se mentir. Un métier chouette, mais parce qu'il me plaît. On rend service. Et donc, pour l'instant, je change pas. Bon. Merci pour toutes ces histoires, ces péripéties, de belles années que tu as passées au cours de tes années de médecine. On te souhaite le meilleur. Tu sais où est-ce que tu veux vivre? Là, tu es parti pour du sud-ouest? Ouais, je crois que je vais rester dans le sud-ouest. Le soleil, ça me manquait quand même. Quand j'étais à Lille, c'était pas pareil. On embrasse aussi les Lillois. Ouais, c'est une belle ville. C'est une belle ville pour faire l'internat ou la fac, Ouais. sans hésitation. Et ça, c'est un truc important, je pense. C'est faut se balader, quoi. Il faut changer, il faut aller voir d'autres villes, il faut aller voir d'autres choses. Ok. Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ton invitation. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, Arthur. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.